au niveau de cette tournée de Patrick Bruel où toutes les places ont été vendues, il y a beaucoup plus de risques que pour les petits spectacles de Dieudonné. Donc oui, hein, 2 poids 2 mesures. Là, les préfets, s'ils sont capables de dépêcher 10 policiers pour aller dans un champ paumé pour stopper les spectacles de Dieudonné, ils doivent aussi faire des arrêtés préfectoraux pour au moins certaines dates à risque pour le spectacle de Patrick Bruel. Et dernier point, le témoignage de Flavie Flament, il est révélateur de quelque chose de très important. Parce qu'au début, elle a dénoncé David Hamilton, le photographe, qui s'est suicidé. C'était sa maman. Oui. Elle en a reparlé. Qui livrait sa propre fille. Elle ne m'a pas protégé, ma mère ne m'a pas protégé. Non, mais il faut réaliser ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y avait un système où vous avez des parents qui jouent le rôle de rabatteurs pour des personnes connues pour que celles-ci puissent assouvir leurs désirs sexuels. Et c'est des choses aussi sur lesquelles on travaille. On attend d'avoir beaucoup plus d'éléments. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le cas Patrick Bruel. Mais quel est le système? Parce qu'il n'est pas le seul artiste à avoir bénéficié de ça. Et c'est un système qu'on retrouve dans le milieu des musiciens, des chanteurs. Dans le milieu du sport aussi, on le retrouve. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai eu à accompagner des victimes aussi qui ont été livrées par leur propre mère, par leur propre père, dans des soirées notamment de footballeurs ou de basketteurs. Donc ce sont des choses qui existent en France et à l'étranger, d'accord? Ouais, mais sans savoir ce qui allait leur arriver, c'était plutôt c'est une soirée, t'as de la chance, vas-y, t'es invité, tu vas côtoyer des stars. La maman de Flavie Flament savait très bien, et quand David Hamilton, il ouvrait la porte à poil pour recevoir la fille, non, moi je parle de choses où on sait très bien. C'est-à-dire que Flavie Flament, elle a été, malgré elle, traitée comme une escorte par sa propre mère dans un système de prédation. Donc, que se passe-t-il? Ce sont ces systèmes aussi dans lesquels il faut creuser, et j'aimerais entendre les politiques aussi se poser des questions dessus. Parce que c'est Patrick Bruel, oui, mais qu'y a-t-il derrière Patrick Bruel? Voilà. On est dans la discussion avec vous, bien sûr. Patrick Bruel qui maintient sa tournée des 35 ans. Est-ce que vous trouvez ça choquant ou pas? C'est au 32-16 que ça se passe. Abel Bouilly. Je trouve pas ça choquant, mais indécent. Tu vois, il y a une petite nuance dans la terminologie. Et moi, j'aimerais parler des victimes et faire une comparaison qui va peut-être faire bondir. Tu vois, quand il y a eu l'affaire Liana, cet escroc, pour rester poli, de Jérôme Barella a fait en sorte que beaucoup de victimes de pédocriminalité qui suivaient le sujet, je peux te dire qu'on était beaucoup à être à fleur de peau, à mal dormir. Et ça nous faisait remonter à ce que nous-mêmes on avait suivi. Et pour certaines, on se demandait qui est devenue la personne qui m'a fait ça. Là, Patrick Bruel, il est devenu, j'ai même pas envie de dire malgré lui, quelque part la représentation de l'homme puissant, capable de détruire la vie de femme et capable de continuer de se balader en donnant l'impression que le système est avec lui. Sauf que là, Patrick Bruel, il est présumé innocent. Il y a des enquêtes, on a des plaignantes, on a des témoignages. D'ailleurs, une avocate dit que bon nombre de témoignages vont encore arriver au mois de septembre prochain. Voilà, on est... Mais le problème... D'accord, mais... On est dans la présomption d'innocence tant que la justice n'est pas passée, qui n'a pas été Je ne la nie pas. Mais ce que je peux te dire que si cette tournée, elle commence, chaque date sera un rouleau compresseur, non seulement pour les victimes présumées de Patrick Bruel, mais pour d'autres femmes aussi qui ont été victimes d'hommes puissants, qui vont avoir encore cette sensation que le système vous écrase et n'en a rien à faire de vos souffrances, de vos traumas. Quel système qui écrase? Puisque l'enquête est en cours et que rien ne l'empêche de se produire sur scène. Il a le droit à s'en faire de référence à sa musique. On a vu des carrières qui ont été brisées. Alors que finalement, tout s'est terminé par un non-lieu, tu vois, ou par des procès qui n'ont rien donné, des relax. Donc, si tu veux, attention. Tu sais, la problème. En fait, il y a l'accumulation du dossier, effectivement, mais qui, pour le moment, en est juste à l'instruction. Mais les opposants ont 1 mois et demi pour préparer leur banderole, etc., venir par centaines, si ce n'est milliers ça va être perturbé, hein. Ça va pas. Et il y a d'autres victimes présumées qui vont parler. Et au niveau du traitement des viols et des agressions sexuelles, c'est très particulier parce que beaucoup ne vont même pas jusqu'au stade du procès. Donc là, il y a une instruction. On verra à quoi ça aboutira. Mais je suis désolé, moi je le répète, hein, je suis bête et discipliné, mais quand tu as plus de 30 femmes, et il y en a encore qui vont parler, qui ne se connaissent pas, qui définissent un même modus operandi, qui aboutissent à des mêmes conséquences, bah je suis désolé, c'est qu'il y a quand même anguille sous roche. Au bout d'un moment, je veux bien la présomption d'innocence. Effectivement, on est dans un état de droit, mais je le répète, cette tournée va être un rouleau compresseur
pour les victimes présumées de Patrick Bruel, mais aussi peut-être pour d'autres victimes qui ont vécu des choses de la part d'hommes puissants. Partout où il s'est arrêté, ce type, il a touché des femmes, agressé des femmes. Enfin, je veux dire, tu te rends compte, c'est-à-dire qu'il ne peut même pas se retenir, il n'a pas de tenue, et en plus, il se croit tout puissant. Donc, et ça se savait. Et ça se savait. Parce que les langues se sont ensuite déliées en disant que dans les spectacles ou en coulisses, on disait toujours faites attention. Mais tu t'imagines, s'il y a 30 plaintes, faut t'imaginer le nombre de femmes qui n'ont pas porté plainte aussi. Parce que tu sais que le point commun de la majorité des victimes, c'est qu'elles ne parleront jamais. Parce que chaque victime gère son trauma d'une certaine manière. Et quand tu as affaire à un homme aussi puissant, et surtout qui a un capital sympathie très important, Patrick Bruel, il fait partie de mes déceptions. Parce que c'est un mec que j'ai kiffé honnêtement. C'est un mec, quand j'étais jeune, je me disais, j'aimerais bien être pote avec Patrick Bruel. Mais par contre, tolérance zéro sur les agressions sexuelles sur les femmes et sur les enfants. Thierry, vous dites c'est parce qu'il est puissant et qu'il a de l'argent? Mais bien sûr, pour moi c'est une évidence. Je veux dire, le gars, vous voyez, comme je vous l'ai dit, il a été mis en examen pour viol. Il a été mis en examen pour viol. Il est dehors. Moi, j'ai connu plein de détenus tant mieux, qui ont été mis en examen pour viol et qui ont été incarcérés. Ouais. Alors pourquoi lui, il est dehors? Il a le droit de partir en voyage. Je veux dire, traitement de faveur pour Patrick Bruel. Ça déclenche la colère de Thierry. D'accord avec ça? Mais moi, je suis d'accord avec Thierry. Et surtout, au niveau de la justice, il y a toujours quelque chose de très fou parce qu'on peut jouer avec les textes. Sans parler de Patrick Bruel, ce que j'allais dire, c'est que le serial violeur ou le serial agresseur, il consume les victimes comme des paquets de mouchoirs. Donc oui, évidemment qu'il n'y a pas de risque qu'ils reprennent contact avec. Quand il a fini, il passe à un autre morceau de viande. Excuse-moi de parler comme ça. Je fais exprès d'utiliser cette terminologie. Là, c'est fini. Là. Ben oui, c'est fini. Mais effectivement, pour moi aussi, il aurait dû être en détention provisoire. Et je te redis, là, ce qui est en train de se passer, c'est un rouleau compresseur psychologique pour des victimes de viol. Après, oui, on va toujours nous trouver une dame qui va dire « Moi aussi, j'ai été victime de viol et je soutiens Patrick Bruel. » Parce que souvent, quand on dit ça, on te sort toujours le contre-exemple du chapeau. Mais pour la majorité des personnes, sans avoir la prétention d'être porte-parole, quand tu vois quelqu'un qui est potentiellement un serial violeur, un serial agresseur sexuel, qui continue de se balader, de voyager, de faire des vidéos en short à l'autre bout de la planète, et qui va commencer une tournée qui s'annonce, entre guillemets, triomphale, parce qu'elle est à guichet fermé, c'est quelque chose de dévastateur quand tu as été victime de ça. Bon, après Thierry, je remercie Thierry d'avoir été avec nous. On va aller en Haute-Garonne. C'est Vincent qui veut s'exprimer. Bonjour Vincent. Oui, bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous, ce qui vous inquiète, c'est plutôt la perturbation des dates de la tournée, quoi, Vincent, c'est ça? Oh ouais, inquiet. Non, je pense que ça arrivera, c'est sûr. Donc je pense que ça devrait, par principe de précaution, être interdit par les préfets. Voilà. Donc la tournée devrait être annulée, quoi qu'il en soit. Les préfets ne devraient pas prendre le risque d'avoir un trouble à l'ordre public, quoi. C'est ça. Oui, tout à fait. D'accord avec ça, Emmanuel? Je comprends la considération de Vincent, mais le trouble à l'ordre public qui sera très relatif, il va pas y avoir de blessés, ça va être une foire d'empoigne, quoi. Y compris peut-être dans les salles de spectacle, y compris à l'intérieur des spectacles. Moi, je comprends la logique d'interdire la tournée par prévention. Mais peut-être que c'est peut-être un plaisir coupable, je vous dis, peut-être parce que je suis une victime de ça. Mais c'est presque si j'ai envie de le voir être perturbé. C'est bête parce que quelque part, il échapperait. Sans faire vers mes confrères. Non, mais parce que quelque part, en restant chez lui, il échapperait au peuple, entre guillemets. Et il y a 2 secondes, Abel voulait le mettre en détention préventive. Oui, mais ça, c'est autre chose. Là, il est perturbé quand il est en détention préventive. Mais en annulant les tournées par prévention, ok, ça lui ferait du mal financièrement et tout, etc. Mais quelque part, le fait qu'il continue de se balader, j'ai envie de le voir perturbé. Je lui souhaite pas du mal, d'atteinte à son intégrité physique, etc. Oui, mais tu sais que malheureusement aujourd'hui, pour bon nombre de personnes, c'est quelque chose à intégrer. Tu sais, il peut se passer quelque chose de grave, effectivement. Oui, d'accord. Mais non, je veux qu'il ressente ce que ça fait de se trouver face à des femmes, ce que ça fait de se retrouver face à ces actes, face à des huées pour exactement, la première fois. exactement. Alors j'avoue, c'est peut-être un truc, un plaisir coupable entre guillemets, mais je trouve que c'est très facile quelque part de dire trouble à l'ordre public, et puis le laisser chez lui et tout. Non, il veut sortir, mais qu'il sorte. Il est innocent. Moi, comme j'ai dit, je suis attachée à la présomption d'innocence. Qu'il sorte et qu'il soit troublé. Voilà.
Vous voulez, je comprends, vous voulez un effet boomerang à la mesure de ce qui lui est reproché, mais déjà si en cause ce qu'il a fait pendant 40 ans, alors avec un travail d'artiste, c'est pas un travail de chef d'entreprise classique, mais si sa fortune est amputée de moitié, s'il va vers un procès, ce qui est le cas, avec la charge de souci que ça représente, tu sais, il paye déjà un prix très lourd. On a Audrey qui veut témoigner. Je remercie Vincent. Vincent estime que c'est au préfet de prendre la responsabilité aujourd'hui, parce que ce sont des milliers de personnes qui vont venir. C'est pas des petites salles de spectacle, hein. Ce sont des grandes salles, ce sont des zéniths. Audrey, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous êtes choqué par le maintien de cette tournée ou pas, Audrey? Pas du tout. Moi, je suis une grande fan de Patrick depuis toujours. Pour moi, c'est un tonton, entre guillemets. Tonton pervers. Hein. Il y en a plein des tontons pervers. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Je peux dire que oui, il peut draguer très fortement, et ça peut être choquant. Mais en tout cas, moi, devant mes amis qui sont également fans, je trouve que c'est pas non plus. Il n'a pas été jugé pour l'instant. Non. Il n'a pas été jugé. Et moi, ce que je trouve choquant, c'est plutôt le tribunal populaire. Allez-y, continuez, Audrey. Pourquoi? Parce que en fait, tout le monde lui tombe dessus. Ok, il y a 32 plaintes, mais en même temps, personnellement, moi, les dames, je les connais pas, j'en ai pas vu, il y avait personne. Je ne sais pas si elles ont été violées ou pas, ou si elles ont été agressées ou pas. Et en soi, ça me regarde pas, mais en même temps, il n'a pas été condamné. Et pour l'instant, la justice doit faire son travail. Joël. Mais Aurélie, le tribunal populaire, Audrey, pardon, le tribunal populaire, vous en faites partie. Vous savez, au tribunal, il y a des gens qui acquittent. Il y a dans les jurés, il y a des gens qui votent coupables, il y a d'autres personnes qui votent non coupables. Donc vous n'êtes pas en dehors du tribunal populaire, vous y participez, sauf que vous avez décidé qu'il était non coupable. Voilà, donc il ne faut pas accuser. Alors, j'ai pas décidé qu'il était non coupable. J'ai décidé qu'il y avait la présomption d'innocence dans la loi. Dans la loi. Et derrière, on attend de voir que la justice, les tribunaux, les juges vont décider. Oui. Non, par contre, je suis complètement d'accord avec vous. Sachant que sa ligne de défense, pardon, Joël, avec ses avocats, c'est en considérant les choses froidement qu'il s'agit de mise en cause principalement, fondamentalement, pour des tentatives de viol. Il y a eu, semble-t-il, un viol plus ou moins... pour lequel il a été mis en examen, le reste tentative. Donc, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Avec ses avocats qui sont onéreux et prêts à défendre de tout et n'importe quoi, que tentative de viol, il va pouvoir expliquer que tout ça est subjectif. Audrey, je vous remercie d'avoir été avec nous. Vous dites il n'a pas encore été jugé, présomption d'innocence, mais je vois, ça a même posé un problème pour les musiciens, pour trouver des musiciens, parce que les musiciens qui se disent moi si j'y vais derrière, est-ce que ça va pas m'être reproché? Je joue avec lui. Est-ce qu'il y a d'autres groupes qui vont me prendre, ou d'autres chanteurs ou chanteuses qui vont dire mais toi tu as joué avec Bruel, désolé, on veut pas de toi, et ils ont peur d'être boycottés ou blacklistés, si tu veux, tu vois, d'être sur une liste noire du style à jouer avec Bruel. Et ça va même plus loin, parce que il y a des musiciens qui ont fait signer aussi des clauses en disant si jamais le spectacle est perturbé et qu'on ne fait que 1 ou 2 dates, ils ont fait signer des clauses comme quoi ils voulaient être payés, si ça s'arrête après 2 dates, sur l'ensemble des dates. Donc on voit bien que l'affaire a des incidences, pas uniquement pour lui, mais pour tous ceux qui vont travailler avec lui. C'est normal. Bon, déjà, une phrase qu'a dite Audrey, je ne sais pas si elles ont été violées, je m'en fous, ça ne me regarde pas. Je trouve ça extrêmement choquant. Ça, c'est le premier truc. Deuxième chose, au niveau du risque du trouble à l'ordre public, au niveau de cette tournée de Patrick Bruel où toutes les places ont été vendues, il y a beaucoup plus de risques que pour les petits spectacles de Dieudonné. Donc oui, 2 poids 2 mesures. Là, les préfets, s'ils sont capables de dépêcher 10 policiers pour aller dans un champ paumé pour stopper les spectacles de Dieudonné, ils doivent aussi faire des arrêtés préfectoraux pour au moins certaines dates à risque pour le spectacle de Patrick Bruel. Et dernier point, le témoignage de Flavie Flament, il est révélateur de quelque chose de très important. Parce qu'au début, elle a dénoncé David Hamilton, le photographe, qui s'est suicidé. C'était sa maman. Oui. Elle en a reparlé. Qui livrait sa propre fille. Elle ne m'a pas protégé, ma mère ne m'a pas protégé. Non, mais il faut réaliser ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y avait un système où vous avez des parents qui jouent le rôle de rabatteurs pour des personnes connues pour que celles-ci puissent assouvir leurs désirs sexuels. Et c'est des choses aussi sur lesquelles on travaille. On attend d'avoir beaucoup plus d'éléments. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le cas Patrick Bruel. Mais quel est le système? Parce qu'il n'est pas le seul
artistes à avoir bénéficié de ça. Et c'est un système qu'on retrouve dans le milieu des musiciens, des chanteurs, dans le milieu du sport aussi on le retrouve, et je sais de quoi je parle parce que j'ai eu à accompagner des victimes aussi qui ont été livrées par leur propre mère, par leur propre père, dans des soirées notamment de footballeurs ou de basketteurs. Donc ce sont des choses qui existent en France et à l'étranger, d'accord? Ouais, mais sans savoir ce qui allait leur arriver, c'était plutôt c'est une soirée, t'as de la chance, vas-y, t'es invité, tu vas côtoyer des stars. La maman de Flavie Flamand savait très bien, et quand David Hamilton, il ouvrait la porte à poil pour recevoir la fille, non, moi je parle de choses où on sait très bien. C'est-à-dire que Flavie Flamand, elle a été, malgré elle, traitée comme une escorte par sa propre mère dans un système de prédation. Donc, que se passe-t-il? Ce sont ces systèmes aussi dans lesquels il faut creuser, et j'aimerais entendre les politiques aussi se poser des questions dessus. Parce que c'est Patrick Bruel, oui, mais qu'y a-t-il derrière Patrick Bruel? Voilà. Et l'excision, c'est quelque chose de terrible. On parle des voyages. Moi, je le dis au GG, il y a des réseaux en France clandestins d'excision. Il y en a en Île-de-France, il y en a dans les Hauts-de-France, il y en a dans les Bouches-du-Rhône, avec même des médecins français qui font des extras au black et qui sont appelés par des familles avec un réseau, avec des médecins français. C'est une accusation grave, ça. Ah oui, mais je le dis et je le répète, même si tu diras que c'est un propos qui n'engage que moi, je travaille avec des victimes d'excision. Alors, est-ce que l'excision, c'est le grand tabou dont on ne veut pas parler, oui ou non, Abel? Ça fait partie de ces violences faites sur les enfants dont les politiques ne parlent pas. Première chose, je veux rendre hommage à toutes ces femmes, justement, qui témoignent sur les réseaux sociaux. Ça vient en masse depuis un an et demi, des jeunes femmes qui témoignent justement de comment elles ont vécu leurs excisions, qu'elles ne soient pas voilées. Et j'aimerais débunker une chose, l'excision, c'est pas cultuel. Ça existe depuis l'Antiquité et les 3 monothéismes ont pratiqué l'excision à différentes époques. Donc c'est juste une question de culture. Maintenant, il faut le dénoncer, c'est important. Là où j'en veux à la gauche, c'est qu'elle sait que ça existe, mais quand il y a des sujets comme ça, elle ne veut pas en parler parce qu'il y a toujours le côté, comme ça concerne des Noirs et des Arabes, ça peut être rattrapé par l'extrême droite. Or, un enfant qui souffre, c'est pas une question de parti politique. Et là où j'en veux à la droite et surtout à l'extrême droite, c'est que eux, ça va être une formidable rampe de lancement pour dire, regardez, les immigrés, le déferlement arabo-musulman. Et donc, des deux côtés, ils sont hors sujet. Quand on parle de victimes, d'enfants qui souffrent, et l'excision, c'est quelque chose de terrible. On parle des voyages. Moi, je le dis au GG, il y a des réseaux en France clandestins d'excision. Il y en a en Île-de-France, il y en a dans les Hauts-de-France, il y en a dans les Bouches-du-Rhône, avec même des médecins français qui font des extras au black et qui sont appelés par des familles avec un réseau, avec des médecins français. C'est une accusation grave, ça. Ah oui, mais je le dis et je le répète, même si tu diras que c'est un propos qui n'engage que moi, je travaille avec des victimes d'excision. Je travaille même avec une élue de la République qui se reconnaîtra, qui a été excisée en Île-de-France quand elle était jeune. Et ça s'est fait en famille à la lame Gillette. Et d'ailleurs, elle a même déjà témoigné publiquement, mais je ne veux pas moi-même dire son nom parce que ça reste une épreuve très difficile. Donc, il faut aussi mettre la lumière dessus parce que c'est encore l'humiliation, c'est l'humiliation ultime en fait par rapport au corps de la femme avec le viol. Donc, au bout d'un moment, que les politiques arrêtent de fermer les yeux, mettent de côté toutes leurs considérations de qui va rattraper quoi et qu'on puisse se concentrer sur ces jeunes filles. Et je le dis, honte à ces familles, honte à ces mères, honte à ces pères qui encouragent cela, qui piègent leurs enfants. Parce que tu as beaucoup de témoignages. Allez, tu vas retourner au pays, tu vas voir la famille, tu vas voir tonton, tantine. Et la fille, elle part, elle se dit juste, elle va en voyage, elle revient. Et elle se retrouve excisée. Il y a des filles qui sont déscolarisées, qui se retrouvent excisées et mariées de force. Et souvent, ça finit par des divorces. Et quand elles reviennent pour témoigner, voir les témoignages, il y en a plein sur les réseaux sociaux. Donc, au bout d'un moment, il faut enlever tous les tabous sur les violences faites aux enfants. Joël? Moi, j'aimerais que la régie repasse cette affiche. Mais cette affiche, elle est criminelle. Il faut l'affiche de communication qui dit l'excision. C'est une affiche enfantine, presque angélique. L'excision n'a rien à voir avec ce que cette affiche représente. L'excision, elle a plusieurs niveaux. Soit, je suis désolée, mais il faut dire la vérité pour voir à quel point cette affiche est hors contexte. Soit, au meilleur des cas, on te coupe le clitoris, donc la partie externe du clitoris. Sur un niveau moyen, on te coupe non seulement la partie externe du clitoris, plus les lèvres internes. Et sur un niveau encore supérieur, on ablat tout, donc même les grandes lèvres. On te coud
une grosse partie du vagin, donc ce qui fait que tu ne peux pas avoir un écoulement des règles normal, donc ce qui occasionne des septicémies, des hémorragies, des douleurs à l'accouchement, pendant les rapports sexuels ou même en dehors de tout ça. Et tu as le gouvernement qui te fait une affiche avec une petite fille jaune, je ne sais pas quoi, avec des lettres jaunes, violettes. Mais est-ce que ça peut décourager, des familles criminelles d'aller envoyer leur petite fille au pays pour se faire exciser? Mais l'affiche, elle devrait être presque comme les affiches qu'on voit sur les paquets de cigarettes, tu sais, où ils nous montraient la gorge, les poumons, des images choquantes, avec un gros placardé, 20 ans de réclusion criminelle. C'est parce que c'est ce qu'encourt, c'est la peine encourue par, la peine maximale encourue par les familles qui font exciser leur fille. C'est ça qui devrait être placardé, pas ce truc de « ça ne doit pas faire partie du voyage ». Parce que juste on veut pas choquer, mais il faut choquer, il faut les choquer ces gens-là. Moi je te dis, j'ai une copine, j'avais 15 ans, en seconde, elle devait aller elle savait qu'elle allait être mariée de force au Sénégal. Elle s'est défenestrée du 13e étage. Le lendemain on arrive à l'école, on nous a dit, elle est morte. Elle s'est défenestrée du 13e étage. Donc tu m'excuseras, il y a des filles qui préfèrent mourir parce que si elles le savent, t'en as plein qui savent pas, en plus elles sont très jeunes des fois, etc. Mais quand elles savent ce qui leur attend, préfèrent se tuer en amont. Donc cette affiche, elle est hors propos. Et Abel a raison sur la gauche qui, justement, ne veut surtout pas parler de ça. Ah bon? Mais je pensais qu'on défendait les femmes et les petites filles. Il faut parler de ça. Exactement. Il faut parler de ça. Il faut en parler de manière crue. Pas avec cette affiche-là. Donc moi, je trouve que cette campagne, c'est normal qu'elle soit passée inaperçue, mais tu m'étonnes. Le dessin est inaperçu. Mais j'aurais même pas posé un regard dessus. Je serais passé devant, j'aurais même pas su de quoi on parle. Tu sais, moi, j'étais même pas au courant qu'il y avait une campagne. Moi, c'est parce que je bosse sur le sujet, mais je ne savais pas. C'est en lisant hier soir le programme de ce qu'on allait traiter dans l'émission. J'ai dit, il y a une campagne. Une dernière chose, Alain, s'il te plaît. En ce moment, il y a une campagne de plusieurs personnes du Mali qui sont en train de promouvoir l'excision parce qu'en fait, voilà, et qui vivent dans les pays européens. Et vous avez plein de femmes qui les recherchent et qui les dénoncent parce qu'en fait, depuis l'Europe, ces hommes soutiennent l'excision puisque on a essayé à plusieurs reprises au Mali d'interdire cette pratique, etc. Et depuis l'Europe, la France, l'Espagne, etc., ils soutiennent l'excision. Donc il faut vraiment mettre le public agisse. Ah oui, il faut les stopper ces gens-là, il faut les arrêter chez eux, quoi. C'est sur ces deux témoignages forts qu'on fait la pause des GG. Abel Boyer. Alors moi, ce qui me gêne, déjà une pensée pour la famille de Thomas, qui doit être quand même dépitée de voir à quel point on est en train de politiser la chose, et on confirme encore une fois qu'en France, on aime perdre du temps sur la forme pour avoir à mieux éviter de traiter le fond. Sur la question du racisme anti-blanc, c'est un petit peu le terme à la mode, je vais vous répondre de façon très globale. J'interviens beaucoup auprès des jeunes et à chaque fois que je demande, pour vous, est-ce que le racisme, il est uniquement dans un sens? 100% des jeunes me répondent que le racisme peut aller dans tous les sens. Donc oui, une personne noire, arabe d'origine asiatique peut être raciste d'une personne blanche, tout comme une personne blanche peut être raciste inversement, tout comme une personne noire peut être raciste d'une personne arabe et vice-versa. C'est pas ça le problème. Par contre, paradoxalement, je réfute la terminologie de racisme anti-blanc. On lutte contre le racisme tout court. Parce que si on commence à sectoriser son racisme, ça donne des communications politiques comme quoi? Comme francocide. Quand ça va être un noir ou un arabe qui tue un blanc, c'est un francocide. Quand ce sont deux Français noirs qui se tuent dans le cadre de Rix, là c'est le déferlement de l'invasion arabo-musulmane. Non, le racisme, c'est le racisme. Par rapport à ce cas. Mais sauf s'il y a des paroles qui sont prononcées, s'il y a des témoignages. Oui, c'est le racisme. On parle du racisme. J'ai pas besoin de dire un racisme anti-blanc qui est en plus une expression qui a été mise en exergue par un pan de la classe politique pour, valoriser le fait, regarder, ça existe et mieux étouffer les discriminations qui peuvent exister au quotidien. Si ces termes ont été tenus... Donc ce serait un crime raciste. C'est pas un crime raciste anti-blanc, c'est juste un crime raciste. Si ces termes ont été tenus, effectivement que la circonstance aggravante doit être prise en compte. Mais on a un problème aussi avec une partie de notre jeunesse. Se traiter de sale noir, sale blanc, sale arabe, sale asiatique, ça se fait beaucoup. Et aussi, il se trouve que dans la confusion des témoignages, il se trouve aussi peut-être, je n'ai pas accès au dossier, qu'il y aurait un des jeunes à qui on aurait tiré les cheveux en le traitant de Chiquita.
Je suis assez d'accord avec vous, monsieur Boyer, mais le problème, c'est que c'est une chanson de Jul, exactement. Le problème, c'est que justement, il y a cette forme de racisme qui est niée par certains. Moi, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il faut combattre évidemment toute forme de racisme, et on ne devrait pas créer un racisme différent. Mais aujourd'hui, on a cette volonté de la part, malheureusement, de beaucoup de représentants politiques, d'obsession de la racialisation de la société. Vous le disiez, avec des jeunes qui s'insultent comme ça, dans les quartiers notamment, en ramenant l'identité à la couleur de peau, en racialisant l'identité des individus. Et moi, ce qui m'inquiète, effectivement, c'est quand je vois, par exemple, des élus, je sais pas, de la France Insoumise, comme Éric Coquerel, qui dit que dans le 93, les élus doivent avoir la même couleur de peau que les habitants. C'est une racialisation de la démocratie. Quand on entend parler de réunions non mixtes... Non, je veux pas déborder. Je veux dire qu'il est très dangereux, globalement, de racialiser la société, parce que ce n'est pas le modèle français. Je comprends ce que vous voulez dire. Et je finis. Quand on parle de raciser, c'est ce qui est devenu une habitude aujourd'hui par certains qui prétendent combattre le racisme et qui déterminent l'identité des individus, justement en la racialisant, en parlant de racisé et de non racisé. Okay. Pour moi, la couleur de peau, ça doit être comme la couleur des yeux, une caractéristique physique, et ça ne doit pas intervenir en déterminant l'identité, surtout quand c'est pour dire ça à l'avant, comme c'est le cas là, et ensuite quand il y a des violences qui découlent justement de cette différence de racialisation d'identité. Alors, première chose, moi je ne suis pas fan du terme racisé, mais je ne vais pas en vouloir à la personne qui l'utilise. Voilà, moi c'est pas ma sensibilité. Deuxièmement, quand Éric Coquerel dit que certains élus doivent ressembler à la population, c'est juste une question d'identification. Je suis désolé, les femmes, lorsqu'elles étaient peu visibles dans les médias, peut-être qu'elles se plaignaient lorsque les femmes ont été plus visibles. Ça a fortifié des personnes, et de voir des gens arabes, noirs, d'origine asiatique, blanche, peu importe, qui viennent d'un milieu social difficile, accéder à des postes, ça devrait être un facteur de motivation, de se dire que peu importe d'où vous venez, par la méritocratie républicaine, vous pouvez y arriver. Moi, je ne parle pas du discours politique, je ne suis pas là pour citer LFI. Par la méritocratie républicaine, monsieur Boyer. Oui, bien entendu. Mais justement, je vous ai laissé finir. Et troisièmement, je répète, ce que je n'aime pas avec la terminologie de racisme anti-blanc, c'est que c'est devenu un terme politique, porte-étendard, notamment porté par les partis d'extrême droite, pour dire, regardez, ça existe, et pour étouffer d'autres réalités. Aujourd'hui, le racisme anti-blanc, bien qu'il puisse avoir des conséquences comme on l'a vu là, c'est du racisme tout court. Et dans le racisme, on est dans l'intersectionnalité. Qu'une personne subisse la chose, qu'elle soit noire, blanche, arabe, d'origine asiatique, c'est du racisme. On est d'accord. Donc la terminologie de racisme anti-blanc qui est en train de devenir une marque en réalité. Une arme politique. Exactement. Dans un pays comme la France qui est ultra majoritairement blanc, certains partis érigent cette terminologie. Parce qu'il faut voir les conséquences sur le terrain. Je ne parle pas de vous personnellement. Il y a des conséquences sur le terrain avec des manifestations entre Français qui se divisent justement. Vous avez des Français blancs qui disent « Ouf, enfin, on dit que ça existe » et vous avez des Français noirs, arabes, d'origine asiatique qui disent « Ouais, mais moi, on veut faire oublier ce que je vis au quotidien. » Or, les politiques dignes de ce nom, ce qu'ils doivent faire, c'est unir. On est là pour lutter contre le racisme et les discriminations, qu'ils soient anti-blancs, anti... Oui, mais vous avez beaucoup de gens qui disent aujourd'hui, et c'est une réponse à ça, qui disent quand c'est contre des personnes blanches, ça ne peut pas être du racisme. Par exemple, est-ce que quand Delphine Ernotte, quand elle dirigeait le service public... juridique, ça existe, parce que c'est du racisme, il n'y a pas besoin de rajouter anti-blanc. Mais c'est ce que dit quand on s'en prend à des blancs, que ce soit sur du racisme d'insultes, que ce soit sur des violences, ou quand c'est par exemple sur des emplois, même parfois au plus haut niveau. On avait vu Emmanuel Macron qui avait dit que Jean-Louis Borloo ne pouvait pas s'occuper, je crois, de l'ANRU parce que c'était un mâle blanc. Vous voyez, donc on se souvient d'Delphine Ernotte qui disait qu'il y avait trop de mâles blancs de vieux mâles blancs de plus de 50 ans. Donc catégoriser les gens et les choisir selon leur couleur de peau. Et je me souviens de Libération qui disait pourquoi le Tour de France est-il si blanc. Il comptait les cyclistes selon la couleur de peau. Tout ça, évidemment, c'est du racisme global. Mais sauf que certains vont dire non, vous ne pouvez pas dire que c'est du racisme parce que ça touche les blancs. Et donc certains en réponse, d'autres ont dit mais si, il existe aussi un racisme anti-blanc. Mais moi je suis d'accord avec vous, il devrait y avoir des condamnations très claires, d'ailleurs la loi le permet, sauf que pour le racisme global. Si vous me permettez de finir, mais il ne doit pas y avoir de différenciation. Delphine Ernotte, c'est pas la même chose que ce qui s'est passé pour Thomas. C'est-à-dire qu'il y a une différence. En tant que politique, vous devez être visionnaire et chercher à résorber les fractures du pays. Bien sûr. Il y a un problème effectivement de représentation
représentativité aussi dans le milieu politico-économico-médiatique. Ça, c'est une réalité que vous ne pouvez pas nier. Avec des personnes qui ont l'impression, peut-être à tort, peut-être à raison, il faut en débattre, que lorsqu'elles ne sont pas blanches, elles ont moins de chances de réussir. Et je le répète, peut-être à tort, peut-être à raison. Et il faut aller dessus. Comment est-ce qu'on fait sens commun et projet commun? C'est un discours dangereux, monsieur. Parce que dans ce cas, on va dire il n'y a pas assez de blancs en équipe de France de foot. Vous savez, moi, je vous coupe jamais la parole, vous me coupez à chaque fois. Donc, on ne va pas commencer à s'invectiver. Vous ne pouvez pas dire que les discriminations n'existent pas. Et moi, je ne tombe pas dans le discours victimaire. Si on commence à compter partout, c'est dangereux. Mais non, mais je suis désolé, on ne peut pas nier la réalité. Alors, Abel Boilly et Alexandra Nicoli, si vous le permettez, parce que là, ce débat